Les élections, parlons-en, un magazine qui vous permet de comprendre l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La révision du fichier électoral marque le début effectif de ce processus lui-même, un processus qui est à l'étape de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Cette opération a démarré mercredi 25 janvier 2023 dans l'ère opérationnelle 2. 9 provinces sont concernées, disons, à savoir le Kasaï central, le Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatonga, Lualaba et Tanganyika, y compris 3 pays de la diaspora, à savoir la France, la Belgique, ainsi que l'Afrique du Sud. Une des grandes étapes du processus électoral en cours en RDC, mais ce processus ne fait toujours pas l'unanimité, ne rencontre toujours pas l'assentiment de toutes les parties prenantes, d'où cette question. Le consensus, est-ce un frein au processus électoral en cours en République démocratique du Congo? Nous en parlons avec le chef des travaux Maurice Banza. Il est analyste des questions électorales. Bienvenue. Merci, M. Magloire. Avec lui, nous allons parler de cette question. Pour commencer, M. Maurice Banza, enfin, les Congolais étant de la diaspora que ceux vivant sur le sol congolais en âge de voter vont devoir se procurer justement la carte d'électeur. C'est quoi tout d'abord, vous, en tant qu'analyste des questions électorales, votre question à chaud par rapport à cette étape précise du processus électoral? Bon, en fait... de toute façon, à partir déjà de ce qui s'est fait, l'identification des électeurs, ça signifie noir sur blanc que le train est en marche. Et donc c'est un message, c'est un signal fort qu'on donne aux différents acteurs politiques qui continuent à avoir peut-être des doutes en rapport avec la tenue effective des élections, que le train est en marche et ils sont appelés à se préparer effectivement pour embarquer à bord du train qui est déjà en marche, parce que comme on vient de commencer l'identification, bien sûr, c'est une des étapes si importantes du processus électoral, parce que, bien sûr, élection, comme on l'a toujours dit, c'est un processus. Oui. En tant que processus, elle a à son sein plusieurs étapes, plusieurs éléments. Parmi les éléments, il y a l'identification et l'enrôlement des électeurs. Donc, on ne peut pas effectivement organiser une élection dans des conditions actuelles sans identifier des électeurs, parce qu'il y a des gens qui étaient mineurs, qui deviennent aujourd'hui majeurs et qui ont aussi droit de voter. Oui. Il y a des gens qui sont décédés, qui ont été identifiés lors des opérations passées et qu'il faut élaguer dans le système, remplacés par ceux qui sont là aujourd'hui. Il y en a qui ont également qui se sont déplacés. Quelqu'un était dans le pays et il juge bon de quitter le pays pour aller habiter dans un autre pays, mais il est dans l'ancien fichier. Oui. Ce qui est vraiment important, qu'il faut absolument identifier des électeurs pour que de nouvelles figures également entrent là-dedans. Mais également, c'est à travers l'identification des électeurs qu'on peut connaître telle circonscription électorale va produire combien d'électeurs, combien de députés, par exemple. Que ce soit les députés nationaux, que ce soit les députés provinciaux. C'est à ce titre que vous voyez aujourd'hui beaucoup d'acteurs politiques descendent dans leur fief électoral. Sensibiliser les gens à s'enrôler massivement. Oui, c'est parce qu'ils ont tout intérêt à sensibiliser les gens. Plus les gens s'enrôlent beaucoup dans une circonscription électorale, plus ils ont la possibilité d'avoir beaucoup d'électeurs, beaucoup de députés, beaucoup de sièges. C'est comme ça que là où les gens ne s'identifient pas beaucoup, la conséquence c'est qu'ils peuvent perdre des postes. C'est comme ça que si aujourd'hui à Lubumbashi, pour les élections de 2018, il y a eu 15 sièges à la députation nationale, imaginez. En 2011, il y avait 13. Mais déjà, on a ajouté à la ville de Lubumbashi 2 sièges. Ce qui veut dire que les 2 sièges qu'on a ajoutés à la ville de Lubumbashi, on les a pris dans une circonscription. Parce qu'il y a une circonscription où les gens ne se sont pas enrôlés. Ou il y a des circonscriptions où les gens ne se sont pas enrôlés. Convenablement, vous aviez 3 sièges, vous vous retrouvez avec 2. Ça va où? À Lubumbashi, où beaucoup de gens se sont enrôlés massivement. Parce que à la députation nationale, le nombre de députés est connu. On ne va pas avoir au-delà de 500 députés. On va avoir toujours 500 députés. Et donc, les acteurs politiques ont tout intérêt à sensibiliser les gens, à s'enrôler massivement. Plus ils s'enrôlent massivement, plus les acteurs politiques se retrouvent. Parce qu'au lieu d'être dans une circonscription électorale avec un seul siège, et d'un coup vous apprenez que vous en avez 3 sièges, et donc vous vous dites non, maintenant on a quand même la chance d'être élu, parce qu'avec un seul siège c'est compliqué. C'est comme ça que les différents acteurs, avec ce que nous appelons le scrutin proportionnel,
ça profite aux acteurs politiques. C'est comme ça que du point de vue de l'électorat, quand on parle du scrutin proportionnel, c'est une photographie. Donc ça reflète les résultats comme tels. Vous êtes 10 là-bas, on vous montre 10. Vous êtes 20, on vous donne le 20. Vous êtes 50, on vous donne le 50. Et même quand il faut répartir les sièges, on répartit les sièges en fonction du nombre que vous êtes. C'est parce que vous êtes 10, on ne va pas vous donner 5. Si vous êtes 10, vous avez droit à un seul siège, mais là, ils sont 50, ils ont droit à 5 sièges. Bref, donc, c'est une photographie. Bref, c'est un signal fort, qui marque le départ pratiquement du train. Un signal très fort. C'est déjà la deuxième ère opérationnelle, comme on dit, dans laquelle le Haut-Katanga est concerné. Mais pour la première ère opérationnelle, des failles ont été constatées. Voilà qui a même poussé la CENI à pouvoir prolonger des 25 jours dans cette ère opérationnelle. Qu'est-ce que cela vous inspire pour la suite du processus? Bon, ce qui est vrai, déjà, à partir du moment où on avait prévu l'enrôlement pour 30 jours, et voilà, suite aux caprices techniques. Et aussi il y a des problèmes également qui ont été enregistrés en rapport avec les agents qui ont été recrutés pour cette opération. Et déjà, à partir du moment où on a ajouté un certain nombre de jours, ça va impacter négativement sur la suite du processus. Ça va impacter sur la suite du processus. Mais ça peut ou ne pas impacter le jour du vote. C'est-à-dire le jour du vote peut être maintenu comme tel. Mais dans la suite des événements, on pourra enregistrer une certaine précipitation pour arriver à rattraper les retards. Mais déjà, je crois que nous l'avions dit, à partir du moment où on avait donné 30 jours seulement pour l'enrôlement, en tout cas... Ce n'était pas réaliste. Les 30 jours tels qu'ils ont été donnés, ce n'était pas réaliste. Pourquoi? Parce que des machines, bien sûr, pouvaient poser problème et les agents pouvaient connaître des lenteurs. Mais s'il n'y avait pas de problème des machines et des lenteurs des agents, les 30 jours allaient suffire. Parce que lorsque vous prenez les 50 millions d'électeurs attendus, divisés par 30 dans une circonscription électorale, et puis quand vous prenez les 30 jours, et puis dans une circonscription électorale, on peut avoir autant de centres. Dans un centre, on peut avoir autant d'agents qui enrôlent. C'est comme ça que dans le fonctionnement normal, on pouvait avoir par jour moins de 150 électeurs à enrôler. S'il n'y avait pas de complications de la machine, s'il n'y avait pas de complications de lenteur par rapport aux agents, les 30 jours allaient suffire pour enrôler les électeurs. Malheureusement, la technique a ses caprices. Et les agents également, vous savez, les agents, on les forme. Quand on les déploie, parfois pour arriver à mettre en pratique ce qu'ils ont appris, parfois ça demande un peu de temps. C'est comme ça, c'est plus en psychologie qu'on dit. L'apprentissage par essai-erreur, c'est un bon apprentissage parce qu'on arrive à maîtriser quand vous vous tâtonnez. C'est ça qui arrive justement. Mais à partir du moment où il y a ce que nous avons connu aujourd'hui, ça pourrait toujours d'une manière ou d'une autre impacter la suite du processus électoral. Alors, à ce stade du processus électoral lui-même, est-ce que le débat sur le consensus est-il encore à l'ordre du jour? Oui, les débats sur le consensus, c'est vraiment, ça c'est une question fondamentale. Et déjà, mais je crois dans des études politiques qui s'intéressent sur le futur, je crois que des questions importantes comme celle-là ne peuvent pas faire l'objet du consensus. Parce que les questions prioritaires ne rencontrent pas de consensus. Okay. Déjà, penser que pour faire ceci, il faut un consensus, c'est déjà un blocage, c'est une entrave, c'est un blocage à part entière. Et donc aujourd'hui, en principe, on n'a plus besoin de consensus. Okay. Pourquoi on n'a plus besoin de consensus? Bien sûr, nous avons besoin que les gens puissent ne pas partager le même avis. Les gens peuvent toujours ne pas être d'accord sur des points. Mais quand les gens ne vont pas être d'accord sur le point, quel est le but? Le but n'est pas forcément de converger, non. Non, le but c'est de produire des meilleures anticipations. Parce que quand on parle dans des études qui s'intéressent sur le futur, une anticipation suscite l'action. Okay. Et donc quand nous ne nous mettons pas d'accord sur un fait, il faut qu'on discute profondément pour arriver à produire des meilleures anticipations. Parce que si on ne produit pas des meilleures anticipations, à la longue, ça pourrait poser problème. C'est comme ça que dans un monde politique où il y a
une certaine divergence d'intérêts. C'est difficile d'arriver à un consensus. Okay. Ça, c'est un. Dans un monde politique où les différents individus se rattachent à des valeurs différentes, c'est difficile. C'est difficile d'atteindre... C'est difficile d'arriver à un consensus. Un consensus, oui. C'est difficile d'arriver à un consensus. Alors, quand on considère que certaines parties prenantes au processus électoral arrivent à boycotter, par exemple, l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, sous prétexte que l'actuelle équipe de la CENI n'est pas consensuelle, à tort ou à raison? Ah, mais attention, cette fois-là, il faut les écouter. Parce que quand il y a des controverses sur certaines questions, oui, les controverses indiquent des tensions. Et donc, potentiellement des inflexions, des renversements. Parce qu'il y a des controverses, ces controverses renseignent des tensions. Et donc, il faut comprendre que à partir de différentes controverses, à partir de différents points de vue qu'on est en train de donner, ça signifie qu'on est en train de ressortir de nouvelles problématiques qui doivent être traitées. Et donc, il ne faut pas, parce que ces gens-là disent qu'ils ne sont pas d'accord de ceci, faire un sourd d'oreille. Parce qu'on est en train d'indiquer des zones de tension. Et donc, il faut faire attention à ce que ces gens qui disent ce qu'ils disent, qu'ils puissent être écoutés. Écoutez, je dois quand même vous dire quelque chose de très important. Oui. Le président Tshisekedi, en fait, nous, dans notre jargon de politologue, avec tout ce que nous avons eu à suivre, même pendant la campagne, et même dans les agissements du président Tshisekedi, nous les considérons comme un correcteur. Okay. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui est là pour corriger les failles du passé. Alors, à ce titre, ça veut dire qu'il doit faire tout, et il doit faire un effort d'écouter tous ceux-là qui remettent en cause certaines pratiques. Et donc, même les consensus en question dont on parle ici, il doit faire un effort de les écouter. Parce que son rôle, à lui, c'est de corriger, les erreurs du passé. Est-ce qu'il y a lieu, puisque nous n'avons pas suffisamment le temps, il y a lieu de considérer ce manque de consensus comme un frein au processus électoral lui-même? Ben, déjà, mais je crois que je l'ai dit. Ou un obstacle majeur? Oui, déjà, je l'ai dit. Si, c'est une entrave. Oui. C'est déjà une entrave, c'est déjà un frein. Parce qu'il a été convenu. Tout doit partir du consensus. Et donc, il faut accepter ça comme tel. Or, c'était déjà là une erreur. Que tout parte du consensus. C'était déjà une erreur. Dans un monde d'intérêts divergents, comment on peut arriver à un consensus? C'était déjà là une erreur. Et donc, vous allez vous rappeler que lorsque par exemple, M. Ronsard Malonda avait été désigné, parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas de consensus, et par conséquent, il ne devait pas être investi par le chef de l'État. Ça a été le cas. Et donc, c'était déjà une erreur. Déjà même dans le mode de votation des organisations internationales, le consensus était consacré comme un mode de votation, mais qui a été remplacé à cause de blocage. Parce que dans un consensus, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, donc ça ne peut pas passer. Et donc, c'est comme ça qu'on dit dans le monde actuel, on n'a plus besoin de traiter des questions importantes et prioritaires à partir du consensus. C'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Alors, qu'est-ce que vous recommandez pour revenir à l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs? Qu'est-ce que vous recommandez à la CENI par rapport aux failles constatées dans l'ère opérationnelle 1, que ces failles ne puissent pas se répéter dans le reste? Non, mais comment ça ne peut pas se répéter? Mais je vous ai dit, c'est la technique. Moi-même ici qui vous parle, j'ai... Que ça soit réduit, peut-être. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? La technique a ses caprices. Par exemple, quand on voit un problème au niveau du dispatch des matériels, quand on voit un problème au niveau du déficit communicationnel de la CENI elle-même, ainsi de suite. Oui, mais tout ça, c'est important. Peut-être que c'est... qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces différentes failles ne puissent pas se reproduire? Mais d'abord, si ce sont des failles qui résultent de moyens financiers et que ces moyens financiers ne sont pas disponibles, ça ne peut que se répéter. Ça, c'est une question. Et donc, si ce sont des failles, par exemple, ce sont des failles qui résultent de la négligence des agents électoraux, là, il y a moyen d'y remédier. Et donc, ça dépend de ce qui est à la base de ces différentes failles. Parce que les failles qui sont à la base des moyens financiers. Et donc, la seule manière, entre guillemets, entre parenthèses, de remédier à ça, il faut disponibiliser le moyen. Mais si ce sont des failles qui résultent
de l'ignorance à ce moment-là, il faut donner haut et fort pour que cela ne se reproduise pas. Revenons un tout petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la durée qu'on a accordée à cette opération. Mais l'histoire nous renseigne qu'auparavant, cette opération, on l'avait accordée 3 mois, mais actuellement, on l'accorde formellement, c'est 1 mois, avec possibilité de rallonger. La question que plus d'un se pose, est-ce que ça ne va pas favoriser ces prolongations-là? Est-ce qu'elles ne vont pas favoriser un quelconque glissement? Bon, vous voyez par exemple la vie de Lubumbashi. Lorsque nous nous référons aux élections de 2018, oui, la ville de Lubumbashi a enregistré 1 175 50 électeurs pour la ville de Lubumbashi. Et donc déjà à partir de là, s'il faut faire une certaine projection, la ville de Lubumbashi ne peut pas avoir, peut avoir, tout au plus, elle peut avoir 1 350 électeurs. 1 350 électeurs pour la ville de Lubumbashi. Et donc, le 1 350 électeurs attendus pour la ville de Lubumbashi, oui, facilement, on peut les enrôler dans 1 mois. Oui, on peut les enrôler dans 1 mois. Et donc, ça dépendra. Il y a d'abord combien de centres d'enrôlement ici à Lubumbashi? Ça, c'est une question fondamentale. Dans un centre d'enrôlement, il y a combien de personnes qui sont chargées d'enrôler les gens? Parce que vous pouvez être dans une pièce comme celle-ci, mais vous avez par exemple 4 agents qui enrôlent. C'est suffisant. Et donc, 1 350 électeurs attendus. Ça, c'est ma projection que je fais sur base des résultats passés. Parce que quand vous prenez, même en 2011, c'était autour de 800 000 quelque chose comme ça. Et puis nous avons eu en 2018 1 175 50 électeurs à Lubumbashi. Et donc, probable, tout au plus, on aura 1 150 000. Donc, c'est possible que ces gens puissent être enrôlés dans 1 mois pour la vie de Lubumbashi. Et bon, pour les autres, effectivement, c'est aussi possible. Mais peut-être le problème aussi de certains espaces pour que les gens se déplacent facilement pour aller se faire enrôler, ça c'est aussi un problème. Parce qu'il y a des endroits, des villages où les gens se déplacent à des milliers de kilomètres pour se faire identifier sa poste. Et puis nous sommes pendant la saison des pluies. Le comportement dans les villages n'est pas le même. Ici, en ville, pas le même qu'en ville. Parfois il y a des sentiers qui ont beaucoup d'herbes. Donc je crois que c'est quand même une question complexe, oui, mais avec 30 jours, on peut arriver à enrôler les électeurs. Comment est-ce que vous avez commenté le choix de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur? Bon, la photo noir et blanc, mais je crois que ça, c'est une question accessoire. Parce que nous avons une question principale. C'est la question principale qui nous intéresse. Je crois qu'il intéresse les Congolais. La question principale, c'est l'organisation des élections. Il faut que la culture électorale puisse également s'imposer dans notre pays où les acteurs politiques doivent savoir que dans l'intervalle de 5 ans, les Congolais ont droit aux élections. Donc, il ne faut pas priver aux Congolais ces droits-là. Mais la question sur la qualité de la carte elle-même suscite un peu de l'intérêt quand même. Non, je crois qu'on doit identifier. Est-ce que si, par exemple, l'ARSENI arrivait à réunir les acteurs politiques en leur disant le moyen que nous avons actuellement nous permet seulement d'avoir une carte en noir et blanc. Si vous voulez que nous ayons une carte en couleur, nous devons ajouter par exemple de 2 ans ou de 3 ans pour que nous ayons des moyens afin de produire une carte en couleur. Vont-ils accepter? Ils ne vont pas accepter. Et donc, moi je crois que la question de la carte d'électeur, c'est une question que nous considérons comme signe faible. Ça signifie quoi? C'est un événement qui s'est produit, qui n'a pas d'impact direct sur la suite des événements. Qu'elle soit en couleur, qu'elle soit en noir et blanc, ce qui intéresse, c'est d'aller voter. C'est ça que le Congolais aime. Je crois que les politiciens ne fassent pas les débats autour de la couleur. De la qualité de la carte d'électeur. C'est vraiment accessoire. Ça, c'est vraiment accessoire. Et donc, nous avons une question principale. La question principale, c'est que les élections puissent être organisées dans l'intervalle de 5 ans. C'est ça qui est principal. Comme il n'y a pas de moyens et que la volonté est là d'organiser des élections, on dit avec ce que nous avons, nous pouvons faire ça. Et puis, on fait ce qu'on fait. Et puis, on y va. Il faut accepter. Pas de débat stérile. En tout état de cause, l'enrôlement reste et demeure un geste patriotique. S'y soustraire serait une erreur monumentale. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, non. D'ailleurs, est-ce que, en tout cas les études électorales
faite dans beaucoup de pays démontre que c'est à peine 5% d'électeurs qui ne prennent pas part à l'enrôlement. À peine 5%. Et ça s'explique. Pour les 5% d'électeurs, par exemple, qui ne prennent pas part à l'enrôlement, c'est peut-être les gens qui sont en déplacement. Vous voyez, quand on commence l'opération, il y a des gens qui sont bloqués dans d'autres pays, voisins ou à l'extérieur de consort. On peut avoir 5% des gens qui ne s'enrôlent pas. Mais ceux qui sont dans la ville, c'est difficile de ne pas se faire enrôler, à moins que les gens soient malades. Il y a également des gens qui sont malades, qui sont dans un état... Mais ceux qui s'y soustraient de manière volontaire... Non, ils n'ont pas raison de se soustraire de manière volontaire. C'est une erreur monumentale. Parce que cette carte vous donne, au-delà des droits de se faire électeur et d'être éligible. Mais la carte nous donne accès à beaucoup de choses. On peut vous envoyer de l'argent, on peut vous faire ceci. D'autant plus qu'on n'a pas encore une pièce d'identité nationale. Oui, donc ne pas aller participer, c'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Parce que, d'ailleurs, nous constatons même parfois qu'il y a des gens qui ne votent pas, comme le témoin de Jéhovah, pour ne citer que cette catégorie de gens. Mais quand il faut enrôlement, mais ils vont prendre part en l'enrôlement pour prendre la carte d'électeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas, dans une élection, trouver, on a enrôlé 100% d'électeurs, tel chiffre, et que le nombre de participations au vote puisse être aussi 100% ou 99%, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des cartes. D'ailleurs, même maintenant, il y a des gens qui se disent aujourd'hui dans le pays, depuis que nous avons commencé à voter, le vote ne change rien dans nous depuis que nous avons commencé à voter. Il y en a même qui vont plus loin en disant, on ne respecte pas notre volonté. Et donc, ces gens-là, ils vont aller se faire enrôler. Ils vont prendre la carte. C'est pour l'usage de cette carte-là. Mais les jours du vote, ils n'iront pas. Ils disent comme ça. Il y en a qui disent qu'ils n'ont voté qu'en 2006. Dès lors, ils n'ont plus voté. Ils disent qu'ils sont déçus et consorts. Et donc, ne pas participer à cette étape, c'est une erreur monumentale. Monsieur Maurice Bonza, vous êtes analyste de questions électorales. Merci. Merci, monsieur Magloire. Merci à vous tous qui nous regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de votre fidélité. Merci surtout de ne cesser de renouveler votre confiance en votre télévision. Au revoir.